Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Si on parlait sport spécial JO. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les Jeux Olympiques de 2024 et plus particulièrement sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines qui va accueillir les épreuves de golf. Pour parler de cette thématique, nous avons avec nous des chroniqueurs. Présentation en musique de cette magnifique Dream Team. On commence à ma droite. Musique, il est conseiller spécial sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Saint-Quentin en Yvelines. C'est aussi un très grand fan de golf. Il répète sans cesse ses gammes pendant son temps libre. Et je peux vous dire que ça paye. Mister JO, Arnaud Courtier nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Arnaud Courtier. Mister JO, c'est ça On essaye. À Saint-Quentin en Yvelines. Ouais. Et vous êtes un passionné de golf. Hein. Absolument. J'ai dans mon téléphone d'ailleurs une superbe action que vous avez pu réaliser récemment au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Mais malheureusement, la réalisation n'était pas au rendez-vous, donc on ne la montre pas pour les téléspectateurs. On garde ça secret. On continue notre tour de table à gauche, musique. Ladies and gentlemen, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau le président de la Fédération française de golf. Il a œuvré pour la venue de la Ryder Cup ici sur le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines en 2018 et il va préparer les JO en France en 2024. Mister President Pascal Grisot est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? On va parler de golf pendant une heure. J'imagine que ça vous ravit. Je suis ravi effectivement. Vous avez révisé les thématiques ? J'avoue que j'ai pas beaucoup révisé, ça n'a jamais été ma spécialité la révision, mais j'essaierai d'être nature. On va improviser. Ouais. On repasse de l'autre côté, musique, qui nous vient tout droit du magnifique golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Il y travaille depuis 28 ans et 9 mois. J'ai consulté son LinkedIn avant le début de l'émission. Il est directeur depuis juillet 2020. Il travaille d'arrache-pied pour nous préparer des Jeux Olympiques exceptionnels sur le golf national. Philippe Pilato nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Bonjour. Comment allez-vous, Philippe ? Merci beaucoup, très très bien. Vous êtes à côté, vous êtes en voisin ici. Oui, j'aurais pu venir en vélo, oui, tout à fait, oui. Vous avez révisé, vous, Pascal, pas trop ? Très peu, très peu. Mais j'ai quand même révisé mes gammes et je vais voir un petit peu si je peux. En même temps, on peut vous excuser, vous préparez les Jeux Olympiques de 2024 qui vont arriver bientôt. On termine de l'autre côté. Musique, c'est une golfeuse professionnelle. Elle tape régulièrement des balles sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines, mais elle joue plus régulièrement sur le golf de Saint-Germain-en-Laye. Un très beau golf également. Elle a 30 ans, elle est joueuse professionnelle. Alexandra Bonetti est avec nous pendant une heure. Bonjour Mika. Comment allez-vous, Alexandra ? Très bien, merci. Donc vous êtes joueuse professionnelle. Oui. Et vous avez 30 ans. Exactement, bien ça, mais j'ai commencé au golf national aussi. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous proposer sur le golf national ? Ça commence, mais en effet, Philippe, on se connaît depuis une bonne vingtaine d'années. Ouais, on a eu des parcours qui ont bien évolué, chacun de notre côté, mais c'est super plaisant à chaque fois de retourner au golf national. En même temps, 28 ans et 9 mois pour Philippe Pilato au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Si personne ne l'a croisé, c'est qu'on n'est jamais venu au golf national, à mon avis. C'est vrai. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons de la préparation d'un événement comme les Jeux Olympiques au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On va essayer également de jouer les Madame Irma et de deviner quels Français représenteront la France en 2024 au JO. Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler de l'histoire de ce Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de parler des JO de 2024, il faut parler avant tout du terrain qui va accueillir les épreuves de golf. On va parler du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On va refaire l'historique. Dès le début des années 80, le nouveau président de la Fédération française de golf, Claude Roger Cartier, envisage la construction d'un site permanent pouvant accueillir les grandes compétitions, notamment l'Open de France. C'est Hubert Chesneau qui propose un terrain situé sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. En mai 86, il esquisse les plans des 2 parcours 18 trous d'un practice d'un centre d'entraînement, d'un hôtel et du siège de la Fédération française. Après 3 années de travaux entre 87 et 90, il est inauguré le 5 octobre 1990. Depuis 1991, le Golf National accueille l'Open de France à l'exception de... Pascal Grisot, est-ce que vous savez ? À l'exception de 1999 et 2001. L'Open de France. Et surtout, il accueille la Ryder Cup en 2018. Ça, pour le coup, vous vous rappelez de la date pour le coup. Alors, une histoire magnifique, cette histoire du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Courtier ? J'en pense qu'on a la chance d'avoir eu à l'époque des gens visionnaires
avec une ambition incroyable. Il faut essayer de se remémorer ce que représentait le golf en France à l'époque. Beaucoup moins de licenciés. Pas du tout un sport évident dans notre pays. Et donc des visionnaires qui se disent on va construire un stadium de golf en Île-de-France avec le rêve d'accueillir un jour la Ryder Cup qui n'était à l'époque jamais sortie du continent britannique. Et Claude Roger Cartier qui militait aussi pour le retour du golf aux Jeux Olympiques. Et l'histoire lui a quand même donné raison. Hein. 2018, la Ryder Cup. 2024, les Jeux sur ce même parcours. C'est extraordinaire, tout simplement. Le golf national, magnifique histoire. Philippe Pilato, vous êtes le mieux placé pour nous en parler peut-être. Oui, c'est vrai que c'est une belle histoire. Et après, ce qui est formidable également sur ce site-là, c'est que c'est un golf public. C'est l'outil de la Fédération française de golf. C'est le golf, comme on le dit souvent, c'est le golf de tous les Français. Et je pense que c'est une force également. C'est-à-dire que c'est un site sur lequel tout passionné peut venir, peut marcher, comme on le dit régulièrement, dans les traces des champions. Et puis, tout le monde peut venir respirer tout ce qui a été fait et s'imprégner de l'histoire. Oui, tout à fait. Golf magnifique, le golf national de 50 ans en Yvelines. Je reviendrai sur le côté visionnaire qu'a pu avoir Claude Roger Cartier. C'est vrai que des hommes comme ça peut manquer parfois, même au plus haut niveau de l'État. Avoir des projets et être capable de se projeter sur 20 ans ou sur 30 ans, c'est juste extraordinaire. Après, c'est vrai que c'est le golf de tous les Français. Et c'est vrai que d'autres fédérations ont également des équipements qui lui appartiennent, que ce soit Clairefontaine, que ce soit Roland-Garros. Mais la chance du golf national, c'est que, comme l'a dit Philippe, c'est un golf qui est ouvert à tout le monde. Et effectivement, quand on doit payer pour venir, parce qu'il faut quand même payer un green fee, et c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on paye, à considérer que c'est trop cher, mais de toutes les études comparatives que l'on fait, et on tient absolument à ce que ça le reste, le golf national est de loin le parcours bien beaucoup moins cher de tous les parcours ayant accueilli des Ryder Cup. Donc non seulement c'est un golf qui est accessible à tout le monde, mais aussi accessible financièrement. Alexandra, qu'est-ce que vous en pensez de ce golf national de 50 ans en Yvelines ? Oui, tout de suite, je pensais à l'accessibilité, parce que quand on pense à d'autres terrains qui ont reçu des Ryder Cup, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, tout de suite, c'est des budgets énormes, ou alors même des deadlines pour... il faut s'inscrire vraiment longtemps avant, alors que le golf national, on a encore cette chance de pouvoir l'avoir à portée de main, entre guillemets, et j'ai vu l'évolution au niveau design un petit peu. Quand on a appris qu'on allait recevoir des événements où il fallait un peu éclaircir les buts pour le public. Et elles sont faites pour ça, ces buts. C'est pour accueillir ce public. C'est super. Un mot sur l'architecte aussi, Hubert Chesneau. Un visionnaire aussi, parce qu'il a créé quand même des tribunes naturelles, c'est ça, autour de chaque trou pour pouvoir accueillir le maximum de public, Pascal Rizzo. Alors, il faut dire que Hubert était à l'époque le directeur général de la fédération et que son premier métier, c'était le métier d'architecte. Mais Hubert a aussi été aidé par un des meilleurs architectes du monde, qui était M. Van Hag, et qui a évidemment aidé Hubert Chesneau dans la conception de ce golf. Et je pense que c'est véritablement un travail à quatre mains, parce que Hubert a eu la vision, évidemment avec la sensibilité qu'il avait, il avait déjà construit des parcours de golf, et je pense que le projet a été encore bonifié grâce au partenariat avec Robert Van Haggy. Ces tribunes naturelles, qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Courtier ? C'est absolument génial. Je pense que ça faisait partie du cahier des charges, j'imagine, puisque le but était d'avoir un stadium. Et c'est ce qui nous a permis, pour la Ryder Cup, d'avoir autant de public. Je ne sais pas si même aux États-Unis, il y avait déjà eu autant de public sur un parcours de Ryder Cup. Je pense même qu'on peut peut-être monter un peu plus haut en termes de jauge, si les autorités nous le permettent. Mais sur un golf traditionnel plutôt plat, dès le troisième rang de spectateurs, on voit plus grand-chose. Alors que là, avec les buts naturels qui forment des gradins, les dizaines de milliers de spectateurs qui sont là peuvent voir les parties. Et même en Ryder Cup, où le jeu est plus groupé, sur quelques trous seulement, les milliers de spectateurs peuvent suivre les 2-3 parties et profiter du jeu. Donc c'est extraordinaire, c'est phénoménal. Alors vous n'avez pas trop pu voir cette Ryder Cup 2018, vous étiez en train de travailler, Philippe Pilato, mais les spectateurs autour des trous, ça fait des superbes images aussi. Ouais, c'est formidable. Le seul moment du jeu que j'ai pu voir pendant un Ryder, c'était le dimanche. C'était
un peu avant que Norel la remise de la coupe. Non, mais c'était un peu ça, juste quand ça s'est joué au trou numéro 16, avec Mickelson qui met la balle dans l'eau. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, je me suis mis dans la tribune derrière le 1-18, où il y avait plus de 8000 personnes. Et en fait, j'avais l'impression d'être comme si j'étais au Stade de France, en fait, parce qu'en fait, ça faisait vraiment des gradins naturels. Et j'avais l'impression de participer à un match de golf, en gros. Et c'est vrai que cette ambiance, cette atmosphère, ce chaudron, c'était incroyable à vivre. Donc, c'était le plus formidable. Je ne veux pas raconter ma vie, mais qu'en termes d'émotion, la pression qu'il lâche après une semaine de tournoi et tout ce monde sur un site qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi animé, c'était extrêmement fort en émotion, oui, tout à fait. La Ryder Cup, vous avez pu la voir, vous, Alexandra Bonetti? Oui, j'étais présente. J'ai fait plusieurs expériences. Le mardi, la journée d'entraînement, où là, il n'y avait pas encore trop de monde, mais du coup, c'était génial. Le jeudi, avec la cérémonie d'ouverture et encore l'entraînement, alors ça, incroyable. Et le samedi, comme pour quand même faire l'expérience du jeu. Et effectivement, on voyait très très bien. Il n'y avait pas besoin d'anticiper 5 trous avant pour se placer quelque part. Comme c'est l'est pour le Masters, on sait que souvent on choisit un trou pour la journée, on ne bouge plus. Là, vraiment, c'était très agréable. Il y avait environ 60 000 personnes sur cette Ryder Cup par jour. Est-ce qu'on aurait pu en accueillir encore plus ou c'était vraiment le maximum? Non, on aurait pu en accueillir plus. D'abord parce que la demande était très forte aussi. Non, d'abord sur le golf national, on avait la possibilité d'accueillir un plus grand nombre de spectateurs, ça c'est certain. Mais surtout aussi grâce au travail qui avait été fait, et notamment avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, où on a travaillé pendant 10 ans sur un plan de transport. Et un plan de transport qui nous a garanti de pouvoir acheminer un maximum de spectateurs sans qu'il n'y ait jamais aucune tension ressentie par le spectateur. Parce que l'objectif d'une compétition comme ça, c'est d'apporter une expérience du spectateur. Et l'expérience du spectateur, elle ne commence pas quand on est sur le parcours. Elle commence à partir du moment où on quitte chez soi, où on prend les transports en commun, où on prend sa voiture, on arrive sur les parkings, il n'y a pas d'embouteillage. Ensuite, on voit justement les images des personnes, des supporters qui sont venus jusqu'au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y avait des navettes qui avaient été mises en place. Voilà, et ensuite ceux qui arrivaient par le train, ceux qui sont arrivés en voiture, et on voit bien que tout ça c'était extrêmement fluide. Donc le travail qui avait été fourni avant, et je le répète, on a eu une aide extrêmement précieuse de Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien ça a été la clé du succès. Et quand on parle d'expérience, souvent quand tu l'as rappelé, mais quand on va dans de grands championnats de golf, eh bien on se met à un spot et puis on voit le même coup pendant toute la journée. Moi j'avais fait le calcul quand on se mettait à la fin du green du numéro 1 par exemple. Le matin, il y avait 4 groupes qui partaient. Ça faisait à peu près 1h30 entre le 1 et le 2. 1h30, c'est le temps d'un terrain de foot. Sauf que quand le match de foot est terminé, on rentre chez soi. Là, on passait au trou numéro 8, 9, 10. Et encore, c'était de nouveau encore un endroit où on pouvait suivre 3 parties, enfin 3 trous en même temps. Et après, on allait sur le 15, 16, 17 et c'était encore la même chose. Donc c'est vrai qu'en termes d'expérience pour le spectateur, c'était vraiment une compétition qui était unique. C'est rare ou pas d'avoir ça sur un golf? Je ne l'ai jamais vu. Alors oui, vous avez le parcours de Phoenix, par exemple, où il y a 200 000 spectateurs. Donc là, c'est encore évidemment beaucoup plus important. Mais quand on parle de 200 000, c'est pas 200 000 qui rentrent sur le parcours, c'est 200 000 qui sont dans la ville de Phoenix et qui fêtent ce grand tournoi. Et vous avez un amphithéâtre qui est l'amphithéâtre du trou numéro 16, le par 3, où là vous avez à peu près 20 ou 30 000 personnes. Mais nous, autour du 1 et du 2, on avait déjà 40 000 personnes. Donc c'était aussi très impressionnant. On va parler maintenant de la difficulté de ce golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce qu'il est si difficile que ça, Alexandra? Alors, à première vue, il peut ne pas l'être, ne pas paraître dur, mais en fait, les roughs sont très très denses et on peut se dire on sort facilement avec un fer modérément fermé. En fait, non. Souvent, les amateurs, en tout cas, qui n'ont pas les avant-bras de Paul Casey, doivent vraiment abdiquer et se recentrer sur le fer avant de pouvoir essayer d'attaquer de nouveau. Mais donc il y a ça, les greens. Si on les met rapides, peuvent être peuvent être diaboliques si on ne connaît pas les nombreuses pentes. Et ensuite, le tracé, et s'ils rétrécissent également les fairways, ça peut être très intéressant. Oui. J'ai demandé à une professionnelle, maintenant un amateur qui le pratique de temps en temps, Arnaud Courtier.
Alors, est-ce qu'il est difficile? Oui, surtout pour l'amateur que je suis. Mais on le sait. Oui, vous pouvez voter si vous voulez. Oui, non. On l'aborde avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de plaisir, parce qu'il est difficile. Qu'on l'a joué 2-3 fois, on sait comment, théoriquement, il faut le jouer. On sait aussi où il ne faut pas y aller. Voilà, le cerveau vous joue parfois de mauvais tours. Mais on sait aussi, surtout, qu'on a la chance de jouer sur un parcours de championnat international qui a accueilli la Ryder Cup, qui va accueillir les Jeux, qui a eu les meilleurs joueurs du monde, et on est au même endroit qu'eux. C'est ça aussi qui est extraordinaire quand on parlait d'autres sports. Moi, je peux pas aller jouer au foot au Parc des Princes ou au Stade de France. Je peux difficilement aller faire une partie de tennis à Roland-Garros. Par contre, je peux aller tous les jours jouer au golf national. Ça, c'est extraordinaire sur le même terrain que les champions. Philippe, très difficile ce golf national de 50 Je pense qu'il fait appel à une des qualités majeures d'un joueur de golf, c'est l'humilité. Oui. Je pense que c'est un parcours qu'il faut jouer avec humilité. C'est un parcours il faut prendre ce qu'il donne, mais il faut pas aller le chercher. En gros, et c'est lui qui vous permettra, d'avoir un bon score à l'issue. Je pense que ce qui est important, c'est la mise en jeu, effectivement, comme le disait Alexandra. Et après, derrière, on a fait en préparation de la Ryder Cup une grosse amélioration au niveau des greens, avec des greens qui maintenant sont extrêmement fermes. Et donc après, c'est une autre difficulté pour le joueur amateur de garder une balle sur des greens aussi durs comme on peut les avoir actuellement. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que c'est l'humilité et puis le jouer avec des bonnes mises en jeu. La météo aussi est un peu capricieuse aussi. Si je peux rajouter, il y a deux choses qui sont essentielles au golf national, c'est que d'abord, vous avez des obstacles d'eau, vous avez 10 obstacles d'eau qui sont en jeu sur 10 trous sur 18, et quand vous mettez la balle dans l'eau, c'est pas un point que ça coûte, le mauvais coup c'est 2, et souvent ça peut en coûter 3. Donc l'erreur au golf national, elle coûte beaucoup plus cher. Et pour faire une image, on n'a pas le droit à l'erreur, en tout cas l'erreur, elle coûte effectivement plus cher. Et le golf national, on compare souvent les pistes rouges, les pistes noires, mais le golf national, ça peut pas correspondre à une piste, c'est plutôt un hors-piste. C'est comme si vous faisiez une face nord de Belle-Côte, vous voyez, dans les Alpes. C'est hors catégorie. Et c'est très difficile d'aller comparer le golf national avec un autre parcours en France. On a la chance d'avoir beaucoup de parcours, mais un parcours qui est aussi sélectif. Le jour où vous jouez très bien, et on l'a vu au championnat du monde amateur, il y a des joueurs qui ont très très bien joué, qui ont fait des journées fantastiques et qui ont joué 6 en dessous. Et puis la même journée le dimanche, les conditions sont un tout petit peu plus compliqué, il y a un petit peu plus de pression et les 6 en dessous se terminent en 4 ou 5 au-dessus. Donc il peut y avoir des variations de score sur ce parcours qui sont énormes et qu'on ne retrouve pas sur d'autres parcours. Moi, ce qui me marque aussi, c'est la météo aussi, qui est parfois capricieuse, avec notamment le vent qui joue Philippe, beaucoup. Il a le Philippe. Ventilateur. Mais quand on a besoin de vendre des balles au pro-shop, en fait, on met le ventilateur et puis quand on a beaucoup de stock, il faut qu'on écoute. Non, mais c'est vrai que c'est un plateau et qui n'est pas protégé. Et les paysans du coin, donc je les ai pas connus à l'époque, même si ça fait longtemps que je suis au golf national, je suis pas si vieux que ça. Et ils disent que c'est la petite Sibérie, parce que c'est vrai que l'hiver il fait un peu froid et puis c'est pas protégé par le vent. Donc voilà, donc c'est vrai que la météo est quand même importante. Et en complément de ce que disait Pascal aussi, c'est vrai qu'il y a pas de trou sur lequel on peut se reposer. En fait, il n'y a pas un trou sur lequel on peut se dire bon, mais celui-là, je vais le jouer. Et tous les trous sont vraiment exigeants. Donc, dès l'instant où on tape la balle loin et qu'on arrive au 18, il faut être concentré. Je vais vous demander maintenant de vous mouiller. Une question un peu cruciale sur cette thématique. Le golf national est-il le plus beau de France? Oui, vert, rouge, non. Voilà, c'est ça. Moi, je vais dire oui. Bon, Philippe Pilato dit oui. Alors non, on va vous faire un petit duel peut-être entre vous, Alexandra et Philippe, qui va défendre son golf. Alexandra, pourquoi alors? Non, mais la beauté, on sait très bien que c'est très vaste et que du coup, il y a beaucoup de paramètres. C'est parce que vous voulez aller jouer encore au golf national, c'est pour ça que vous dites ça. Là, je polis un peu. Non, mais du point de vue esthétique, j'ai une attirance pour les golfs avec des pins. Qu'on trouve dans les Landes, dans le nord de Paris, etc. Je donnerai pas de nom, comme ça je vais pas me... Le golf peut-être de Saint-Germain, peut-être aussi, qui est dans les Yvelines. On a les images du golf de Saint-Germain où vous jouez. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc esthétiquement, tout de suite, ça me fait plus quelque chose. Mais ça, c'est pour le côté juste spectateur. Pour le côté joueur, là, effectivement, quand j'arrive au 1, même 15 ans après, je prends toujours une photo quand il y a le soleil qui se reflète sur le lac entre le 1 et le 2. Donc, bien sûr, ça me fait quelque chose. Mais voilà, si on parle beauté, c'est très subjectif.
Philippe Pilato. Non, mais c'est un parcours, moi, je trouve formidable parce que. Si Pascal n'avait pas été là, j'aurais mis rouge. Non, mais moi, ce que je trouve formidable, c'est ce que disait Alexandra, c'est que l'avantage et la beauté de ce golf, c'est que quand on est sur un trou, on est sur le trou. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à côté qui peut distraire, et je trouve qu'on est complètement absorbé par la situation de jeu et par le trou sur lequel on est en train de jouer. Et moi, c'est ce que je trouve beau. Et c'est vrai qu'après derrière, il y a des périodes. Matin, c'est incroyable le site. Le soir, c'est incroyable. La journée, quand il y a, c'est incroyable aussi. Mais c'est vrai qu'avec les lumières rasantes, le site, moi je le trouve. Enfin bon, voilà, ça fait un moment que j'y suis et je suis toujours émerveillé par la beauté. Mais je suis peut-être pas suffisamment. Arnaud, il y a une différence de vision du spectateur et du joueur. On a parlé de ce côté stadium. Quand on est sur le fairway et qu'on joue, on n'a pas du tout la même vision que quand on est spectateur en hauteur et qu'on regarde. Et pour le spectateur, il est particulièrement beau quand il y a un open, quand il y a un grand événement, parce que finalement, il y a du monde, il y a les hospitalités, les tentes, et ça habille ce golf. Mais j'aime beaucoup d'autres parcours aussi, mais c'est un des plus beaux parcours de France, oui, définitivement. Est-ce qu'il y en a un qui vous a convaincu, peut-être? Ah non, moi je suis convaincu depuis longtemps. Il a ça va. Moi, mes deux parcours préférés, c'est le Golf National et Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà. Bon, ça va, vous tombez bien. Un dernier mot sur ce Golf National de 50 ans en Yvelines. Peut-être votre meilleur souvenir sur le Golf National. On va faire un petit tour de table. Pascal, peut-être? On commence par vous. Votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est certainement la fin de la Ryder Cup. Un grand moment de soulagement en se disant que tout s'est bien d'ailleurs avec passé. vous quand on avait fait une interview ensemble. En disant que tout s'est bien passé et que voilà, on a délivré un événement qui était à la hauteur des attentes de tout le monde, que ce soit les joueurs en premier, parce que ils étaient évidemment les premiers concernés, mais évidemment les partenaires qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années, et puis les détenteurs de droits. Et c'est vrai, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est eux qui l'ont dit, que la Ryder Cup 2018 était certainement la plus belle des Ryder Cup jamais organisées. Donc oui, ça fait plaisir. Et voilà. Et quand tout se termine bien, c'est un vrai soulagement. Voilà. Alexandra, votre meilleur souvenir? Oui, en tant que spectatrice, il n'y a pas photo, c'est Ryder Cup également. Mais en tant que joueuse, on avait eu la chance d'avoir les championnats d'Europe dames en 2007. Et j'avais eu une invitation parce que j'étais membre du Golf National. Et c'est quelque chose où j'ai bien performé. Le meilleur souvenir. Voilà, et c'était superbe. Philippe? Moi, c'était avant la Ryder, et c'était l'accueil de Jim Furyk. Il était accompagné de 6 joueurs qui venaient reconnaître le parcours. Il y avait Jordan Spieth, il y avait Tony Finau, et ce moment-là était incroyable parce que, personnellement, je l'ai ressenti comme le voilà, ça y est, on y est. C'est le lancement. La Ryder, c'est là, c'est demain, ils sont là, et c'est du concret, c'est du réel. Et ce moment-là était tout simplement magique. Voilà. C'était peut-être le dernier moment où vous avez vu réellement la Ryder Cup jusqu'à la fin. Non, mais j'ai eu la chance de les suivre pendant la journée, les 2 jours sur lesquels ils étaient là, et c'était ça aussi, c'était des moments incroyables, inoubliables. Arnaud? Alors moi, mon meilleur souvenir, c'est le premier jour de la Ryder Cup, au tout petit matin, il faisait pas jour, j'étais tout en haut de la tribune du 1, qui était déjà pleine, et le jeu commençait pas tout de suite, il faisait encore nuit, et on voyait les gens arriver en courant pour prendre des places, et on se pinçait, en se disant on est en France, on est au golf, ça démarre, ça y est, et on voit des gens arriver à 6h du matin en courant sur le golf. On en avait rêvé, ça se concrétisait, voilà, c'était extraordinaire. Alors on l'a dit, le Golf National va accueillir les Jeux Olympiques de 2024 après la Ryder Cup. Aucun parcours ne l'a fait au monde, si je ne me trompe pas. C'est une chance incroyable pour le site. C'est notre deuxième thématique, c'est notre deuxième question. Les JO de 2024 sont-ils aussi grands que la Ryder Cup? Oui ou non? Vous votez. Aussi grand. Partagez. Non pour vous. Alexandra, partagez aussi. Bon, vu que c'est Pascal qui a voté en premier, Pascal, pourquoi? Non mais c'est pas au-dessus de la Ryder Cup. Non mais les Jeux Olympiques sont un événement extraordinaire qui, je pense, est le plus grand événement sportif au monde. Après, l'édition golf dans le cadre des Jeux Olympiques, c'est pas le plus grand événement de golf de l'année. On a la chance d'avoir 4 tournois majeurs historiques qui existent depuis des dizaines d'années et qui sont très au-dessus en termes même
d'envie pour le spectateur de suivre ces tournois-là. Et la Ryder Cup, c'est quelque chose d'encore complètement spécial parce que tous les tournois majeurs, d'abord, se jouent sur le même format de jeu. La Ryder Cup, c'est un format de match-play. En plus de ça, c'est beaucoup plus clivant. Vous avez l'Europe et les États-Unis. Quand vous suivez un tournoi de golf, généralement, vous venez supporter un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Là, vous soutenez une équipe contre une autre équipe et il y a une émulation juste incroyable. Et l'ambiance qu'il y a dans une Ryder Cup, on ne la retrouve dans aucun autre tournoi au monde. Et c'est injuste de comparer les deux parce que la Ryder Cup a beaucoup d'avance sur le golf aux Jeux Olympiques. On n'en est qu'à la 2e édition et j'espère que dans 100 ans, on se dira que oui, les Jeux Olympiques, c'est un des plus grands événements de golf au monde. Mais pour l'instant, il faut être objectif, c'est pas le cas. Philippe, vous avez voté, vous étiez partagé. Moi, je suis partagé parce que, alors, ça sera certainement pas aussi grand, pour les raisons énoncées par Pascal. Par contre, c'est la première fois qu'on va vivre un événement en faisant partie d'un ensemble et d'un tout. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, ce sont les Jeux Olympiques, donc c'est extrêmement fort. Et je pense que ça va être également une force parce que ça va permettre de mettre peut-être en avant également mais le site, le golf national, le parcours de l'Albatros. Et je pense que pour nous, c'est une vraie force. Et je pense que les JO, ils vont être forts en termes d'événementiel et forts en termes de rencontres également. Donc voilà, c'est pour ça que je le placerai à ce niveau-là. Arnaud, vous êtes d'accord avec Philippe, j'imagine? Avec Philippe et avec Pascal, d'avoir les Jeux au golf national, ça va justement contribuer à alimenter l'histoire du golf aux Jeux Olympiques, puisqu'effectivement c'est une histoire qui a redémarré il y a peu de temps, à Rio en 2016. Le golf a été longtemps absent des Jeux. Le golf, c'est de l'histoire. La Ryder Cup, c'est historique, c'est depuis longtemps. Il faut reconstruire l'histoire du golf aux Jeux Olympiques. Et le fait que les Jeux cette année soient sur ce parcours-là, qui est extraordinaire, qui a déjà accueilli la Ryder Cup, une édition extraordinaire aussi, ça va, je pense, être un point très positif pour les Jeux Olympiques, justement, avec... C'est indéniable, le monde entier qui regarde cet événement, des gens du monde entier qui vont venir, qui vont découvrir le site. Donc c'est très positif, mais ça n'est pas à la hauteur d'une Ryder Cup en termes de masse de monde, en termes d'ambiance. Voilà. Mais on est super heureux que ce soit là et que ça se déroule chez nous. Et comment les golfeurs voient justement ces Jeux Olympiques, Alexandra? Est-ce que ça plaît aux golfeurs, les Jeux Olympiques? Je pense que les golfeurs de notre génération, ça les touche beaucoup parce que soit ceux qui sont passés par les universités américaines où le sport est vraiment majeur. Donc du coup, quand on participe à un événement comme les Jeux Olympiques, même si la médaille olympique, ce n'est pas quelque chose à laquelle on a rêvé quand on s'entraînait, quand on avait 10 ans et qu'on rentrait le pod, c'était plus pour gagner un majeur, parce que le golf olympique n'existait pas dans nos rêves à cette époque, comme pour nous, ça ne faisait pas partie des Jeux Olympiques. Donc c'est un peu une classe à part, c'est un peu une étoile bonus, mais je sais que tous les golfeurs, notamment Céline, Antoine Rosner, etc., participer à la cérémonie d'ouverture et rencontrer des athlètes d'autres sports, pour eux, c'est un moment inoubliable en fait. Donc effectivement, ça n'a pas la portée d'une Ryder Cup dans le monde du golf, mais pour un passionné de sport, c'est unique. Oui. Philippe, vous êtes d'accord avec Alexandra? Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai peut-être mal dit, mais c'est un petit peu ça. C'est effectivement le fait de participer à un événement golfique dans un ensemble et je pense que ça c'est une vraie force. Et quand on voit en plus les champions qui l'ont gagné, alors je sais pas si ça fera partie du quiz, donc je donnerai pas les réponses. mais... Effectivement, il y a peut-être une question ou deux dessus. On verra. Donc voilà, on voit. Philippe a vraiment envie de gagner. Je vous précise. Ce sont des joueurs qui sont encore présents, qui marquent le golf et qui vont le marquer parce qu'ils vont certainement gagner encore des tournois majeurs. Et au niveau des golfeurs, on pense au tennis aussi, c'est un petit peu la même dynamique, on va dire. Ils ont des tournois toute l'année, les tennisman. Et tous les 4 ans, ils ont aussi cette participation aux Jeux Olympiques. Et Djokovic, par exemple, n'a jamais gagné de médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est un peu le regret de sa carrière. Est-ce que pour un golfeur, ça peut être un peu la même chose ou pas? Est-ce que c'est tous les 4 ans? Écoutez, je sais pas. Nous, on en est vraiment à la 2e édition.
Et c'est encore un petit peu tôt, mais je pense que de toute façon, mais ça c'est plus à Alexandra qu'il faut le demander, c'est que ces joueurs-là, quand ils se plantent le tee au départ, c'est pas pour faire de la figuration. Donc que ce soit les Jeux Olympiques ou que ce soit un autre tournoi, à partir du moment où ils ont décidé d'y participer, c'est rare que ce soit pas pour gagner. En tout cas, les meilleurs, c'est tous les 4 ans là. Les meilleurs, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y a une envie de vouloir marquer l'histoire, mais je pense quand même que les tournois majeurs ont encore une importance supérieure. Tiger Woods, qui n'a jamais joué les Jeux Olympiques, pourrait être présent, à votre avis, en 2024 ? Avec Tiger Woods, on ne peut jamais faire de prévision. Donc, moi, vous m'auriez demandé 6 mois avant la Ryder Cup s'il allait être à la Ryder Cup. J'aurais certainement répondu par la négative. Et si vous m'aviez dit après la Ryder Cup, est-ce qu'il serait capable de regagner un tournoi majeur, j'aurais mis tout mon argent de poche sur du rouge. Et il gagne le premier tournoi majeur au Masters 6 mois après. Donc avec Tiger Woods, là je pense qu'on a affaire à un tel champion qui sort des normes que voilà, c'est humilité dans la réponse et il n'y a que lui qui la connaît. Au niveau des audiences, est-ce que vous savez, Pascal Grézot, combien il y a de personnes qui ont regardé les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques ? Pas du tout. Non, ça fait partie du... Non, ça fait pas partie justement, c'est pour ça que je vous posais la question. Non, j'ai pas d'idée. Et si vous voulez, c'est ça, c'est que la Ryder Cup, ça a été... Le monde du golf s'arrête pendant 3 jours parce que toutes les télés du monde sont branchées sur la Ryder Cup. Là, et c'est aussi le grand honneur pour la France de recevoir les Jeux, c'est qu'il ne va pas y avoir que le golf et il va y avoir beaucoup d'autres compétitions sportives. Et moi, ma crainte, c'est que le golf ne soit pas exposé à sa juste valeur. Donc on verra ce que ça donne au moment où ces Jeux seront organisés, mais c'est très clairement ma crainte. Alors que j'avais pas cette crainte-là pour la Ryder Cup, moi je savais pertinemment que le jour où on vendrait les billets, eh bien, on serait en sold out au bout d'1 heure, et c'est ce qui s'est passé. Alors on va maintenant parler de notre troisième thématique, l'organisation pendant les Jeux Olympiques de 2024 au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On attend plusieurs milliers de spectateurs sur le site, on attend aussi des bénévoles dans cette thématique. On va voir comment se prépare le Golf National. La question sur cette thématique, elle est adressée principalement à vous, à Philippe Pilato. Est-ce que le Golf National est-il déjà prêt pour 2024 ? Je pense que le parcours en lui-même fasse. Il faut que je vote. Voilà. Partagez. Je pense que le site en lui-même, le parcours, il ne va pas y avoir de modifications majeures. Hein. C'est-à-dire que le parcours que vous allez pouvoir jouer demain, qu'un joueur va jouer demain, ça sera exactement le même parcours que pour les JO, excepté en termes d'exigence. C'est-à-dire qu'on va travailler de façon à rendre le parcours plus sélectif, plus à la hauteur. Il faut aller gagner la médaille. On commence à travailler avec l'agronome en charge de la préparation du parcours. Donc on va commencer les réunions toutes les 3 semaines justement, et vraiment le focus avec le superintendant du Golf National qui est Monsieur Lucas Pierret, et qui a prouvé qu'il pouvait sortir un parcours de très bonne qualité lors des différents championnats qu'on a pu accueillir. Ça va être de commencer à travailler, à préparer le parcours de façon à ce que lorsque le premier joueur plantera son tir au départ du 1, il soit dans les normes exigées par le PGA Tour et puis par Paris 2024, oui. Et tout sera prêt quand, à peu près, vous savez ? Je pense que là, de toute façon, là maintenant, on commence à le travailler là maintenant, et il sera prêt, je pense qu'il sera prêt au moins un mois avant l'événement. Un mois avant l'événement, oui, tout à fait. Pascal, est-ce que le Golf National est prêt à accueillir cet événement ? Oui, je vous dis, il est prêt. Alors, Philippe, lui, est beaucoup plus prudent, mais moi, je vous dis qu'il est prêt, de même que... Il est déjà prêt aujourd'hui ? Oui, il est prêt aujourd'hui, parce que si demain, on devait organiser la Ryder Cup, les Jeux Olympiques, il y aurait très très peu de modifications à faire. Et vous savez, il y a des exigences de ce que veulent les organisateurs. J'ai eu la chance, moi, pendant la préparation de la Ryder Cup, d'être sur les parcours des tournois majeurs et d'être sur les parcours de la Ryder Cup. Et j'ai jamais vu aucun autre parcours aussi bien préparé que celui de la Ryder Cup en 2018. Et les agronomes qui nous accompagnaient pour la préparation du parcours, c'est pas nous qui l'avons dit. On déclarait qu'un an avant la Ryder Cup, on aurait parfaitement déjà pu jouer la Ryder Cup. Donc moi, je fais confiance à nos équipes qui ont une expérience incroyable, parce que, comme on l'a dit, c'est le seul parcours au
monde qui va avoir ce pédigré, qui aura reçu son Open national pendant 30 ans, qui aura reçu la Ryder Cup, qui aura reçu les Jeux Olympiques. Et puis, on a quand même reçu aussi l'année dernière les Championnats du Monde, qui est une compétition très exigeante, qui se déroule sur 2 semaines. Et là encore, les équipes ont démontré leur savoir-faire et leurs compétences pour préparer un parcours à ce niveau-là. Donc, personnellement, j'ai aucune inquiétude. Souci. Non, j'ai pas d'inquiétude pour ça, non. Alexandra, est-ce qu'il sera prêt ce parcours? Oui, moi j'ai totalement confiance. Je pense qu'on a eu tellement de répétitions maintenant de qualité exceptionnelle que là on est prêt. Et puis maintenant, je pense qu'il est temps que ça arrive maintenant. On l'attend. Il y aura combien de personnes sur le site, vous savez ou pas, Arnaud Courtier? Alors a priori, qui travaillait sur le dossier à 50 ans en Yvelines. Oui, je crois que la jauge est à 30 000 spectateurs par jour. Donc 2 fois moins que pour la Ryder. Exactement, avec un tournoi masculin, un tournoi féminin, donc 2 fois 4 jours. Par rapport à la préparation, moi je vous dirais qu'on est en test event depuis 1991. Donc il y a un savoir-faire qui s'est développé avec les équipes et avec les événements qui ont été accueillis. Donc le parcours, évidemment, le site est prêt. Et puis pour l'événement, il y a tout ce qui vient se greffer pour l'accueil du public, pour la sécurité, pour l'hospitalité, pour les transports autour. Voilà, mais tout ça va se mettre en place naturellement. C'est le travail avec le comité d'organisation des Jeux, avec la fédération bien sûr, avec le territoire. Mais ce site est finalement aujourd'hui prêt, pas au pied levé mais presque, à accueillir des grands événements internationaux parce que le standard du site est exceptionnel. Et comment s'organise au niveau peut-être des transports aussi? On l'a vu, ça s'est très bien déroulé pendant la Ryder Cup. On bosse déjà dessus à l'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines? Ah oui, on travaille dessus et puis depuis un petit moment déjà. On va être un petit peu comme pour la Ryder Cup avec des quais de gare routières éphémères installés dans le centre de Saint-Quentin, à proximité de la gare ferroviaire, pour avoir des navettes qui vont desservir les 4 sites olympiques, le Vélodrome, le Stadium BMX, la colline pour le VTT et le Golf National. Donc tout le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines sera mis en place pour exactement accueillir les spectateurs. La multiplicité des sites et des compétitions fait que nous allons avoir des compétitions quasiment tous les jours pendant les 15 jours des Jeux, donc un flux de spectateurs permanent. Donc le territoire va être très animé, et ça c'est super, et du golf les 2 semaines, donc c'est merveilleux. Et pareil, au niveau de la circulation, ça devrait être fluide selon vous? Parce que là, pendant la Ryder Cup, je vous l'avoue, j'ai jamais vu Saint-Quentin-en-Yvelines dans cet état-là au niveau des routes. Ça s'est très très bien passé, aucun embouteillage. Non mais il faut être honnête, il y a eu un super travail de fait avec tout le monde, avec les organisateurs de la Ryder Cup, avec l'État, avec des navettes en amont. Avec des navettes, on a la chance d'avoir des grands axes à Saint-Quentin, c'est formidable, des voies dédiées au transport en commun, donc ça sera la même chose pendant les Jeux Olympiques. Sachant en plus qu'on sera sur une période de vacances quand même, il y aura peut-être un peu moins de monde présent sur le territoire, mais donc oui, ce sera fluide, aucun souci pour ça, aucune inquiétude. Et comment ça va se passer au niveau des bénévoles? Je crois que vous bossez aussi sur le dossier, Arnaud Courtier. Pas de sport et pas de grands événements sans les bénévoles. Il y aura beaucoup de bénévoles. Je rappelle un petit chiffre intéressant, les Jeux Olympiques recrutent 45 000 bénévoles à peu près, donc c'est incroyable. Donc des bénévoles dans le programme olympique sur les sites olympiques. Et en complément de ça, un programme de bénévoles du territoire pour justement gérer l'accueil du public, accueillir les touristes, les guider et plein de choses. Et puis on travaille à certains projets, je ne peux pas encore parler de tout, mais pour avoir aussi peut-être des lieux festifs pour la population, pour les fans de sport, et qui nécessiteront aussi bien sûr l'aide des bénévoles pour encadrer tout ça. C'est complet ou pas pour devenir bénévole? Non, c'est pas complet. Ça se passe comment? Alors, soit en candidature pour le programme de Paris 2024 via le site de Paris 2024, soit en candidature pour le programme des bénévoles du territoire sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, sqy.fr. Alexandra, bénévole peut-être sur ces Jeux Olympiques? J'adorerais, mais bon, déjà à la base, c'était... Spectatrice au moins. Voilà, spectatrice, si je suis présente, c'est sûr. Quelques années auparavant, c'était même un objectif de participer. Bon, là, ça semble s'éteindre petit à petit, mais j'avais gravé sur mes wedges les anneaux olympiques. Donc, bénévole, non, ça, même au quotidien, sur un petit tournoi de niveau français, européen, on a toujours besoin de bénévoles. Donc là, la masse est bien sûr décuplée, mais j'espère qu'ils seront nombreux à répondre présents. Pascal Réseau, les bénévoles, aussi indispensables? Mais oui, alors là aussi c'est pareil, on a un réseau de bénévoles sur lequel la fédération peut compter depuis longtemps, avec l'organisation de l'Open de France. On a vu le cas aussi pour la Ryder Cup, et ce sera exactement la même chose pour
pour les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il faut un savoir-faire parce que les bénévoles qui sont utilisés et choisis sur les épreuves de golf doivent avoir une véritable formation. Et cette formation, ils ont eu la chance d'avoir pu l'acquérir au fil des tournois que la fédération a organisés à leur côté. Donc là aussi, pas de problème. Oui, à 50 ans en Yvelines, on voit souvent les mêmes bénévoles qui reviennent à chaque fois sur tous les événements. On peut dire qu'ils sont rodés au moins. Des bénévoles professionnels. Mais c'est le fil de l'histoire là encore. Des grands événements sportifs sur le territoire. Et on a des bénévoles spécialisés golf, spécialisés cyclisme sur piste, parce qu'effectivement, il y a des techniques bien particulières. Des gens qui sont heureux d'être présents, de nous aider. Et on les remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Mais oui, on les connaît bien, ils nous connaissent bien et on travaille avec eux toute l'année. Et ils sont là, je tiens à le dire aussi, c'est important, pour les grands et pour les petits événements. Ils sont là pour une Ryder Cup, pour un championnat du monde de cyclisme sur piste, mais ils sont là quand le week-end on fait des journées découvertes avec les enfants. Ils sont présents, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc voilà, c'est super important de les avoir. Une petite pensée pour les deux Jean-Paul qu'on suit, qu'on voit sur tous les événements justement. Absolument. À Arnaud Courtier, Jean-Paul 1 et Jean-Paul 2, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et on les voit sur tous les événements et ils sont toujours présents, que ce soit des petits événements ou des gros événements. Alors on va maintenant parler des golfeurs français qui pourraient fouler le golf national de 50 ans en Yvelines. Je vous rappelle les règles, il devrait y avoir 2 Français et 2 Français sélectionnés d'office pour les épreuves de golf. Mais qui sera là? Je vais vous proposer un petit panel et vous allez me dire si oui ou non vous les voyez au JO de 2024. Alors on va commencer par Antoine Rosner, le Versaillais de 29 ans, a notamment gagné le Qatar Masters en 2021. Il a gagné récemment au Mauritius Open. Est-ce qu'il peut faire les Jeux Olympiques, Antoine Rosner? Oui ou non? Oui. Vous votez? Oui. Ah oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y sera, à votre avis? Oui, aussi. Oui. Pascal? Enfin, c'est un garçon qui joue très bien. Maintenant, c'est vrai que les places sont ouvertes chez les garçons parce que on a la chance, on parlera des filles, d'avoir une fille qui aujourd'hui est très au-dessus du lot, mais chez les garçons, ça se bagarre. Donc, ça peut encore beaucoup changer, mais on l'a vu en fin de saison. Antoine a encore fait une très bonne performance, il est jeune, il s'entraîne, il en a toujours envie de gagner, donc je pense que logiquement il devrait faire partie de ces équipes-là, de cette équipe, mais attention, parce que derrière ça pousse aussi. Il peut y avoir des blessures aussi, on ne sait jamais. Ça, c'est ce que je veux surtout pas leur souhaiter. En tout cas, sur le papier, vous le voyez au JO de 2024. Alexandra, est-ce que vous le voyez au JO de 2024? Oui. En plus, il sera à domicile, Antoine Rosner. Presque à domicile, il est de Versailles. Voilà. Il a joué des centaines de fois le golf national. Il a participé à Tokyo 2020-2021, mais par contre sans toute l'euphorie et sans sa famille, sans rien du tout en fait. Donc je pense qu'il a très à cœur de revivre des Jeux Olympiques en conditions plus normales avec toute sa famille sur place. Ouais. Antoine Rosner, Philippe Pilato, vous le suivez depuis de nombreuses années. Oui, exactement. On a la chance de le voir régulièrement, Antoine, parce qu'au-delà d'être un grand champion, c'est une belle personne. Donc je lui souhaite de planter le tir au départ du 1. Oui. Antoine Rosner, Alain Courtier, unanime aussi. Unanime, oui, on lui souhaite en plus, voilà. Mais c'est ouvert, ça pousse. Il y a du monde. Alors chez les filles, on en parlait précédemment, je pense que vous vouliez l'évoquer. Céline Boutier, que vous connaissez très bien, Alexandra Bonetti. Est-ce qu'on peut voir peut-être la photo d'Alexandra Bonetti? Je ne sais pas si c'est possible en régie. La photo d'Alexandra Bonetti avec Céline Boutier. Donc vous la connaissez très bien, comme on peut le voir. Céline Boutier, est-ce qu'elle sera au JO? C'est quasi sûr à 100%. Sur le papier, oui. Voilà, comme vous disiez, c'était juste la blessure qui peut changer le contexte. On ne sait jamais. Voilà. Non, on est encore loin des JO. Elle est exceptionnelle. Elle a une éthique de travail elle est très très discrète en fait. Donc les gens réalisent pas la charge de travail qui est derrière parce qu'elle aime pas être mise en valeur, mais trop partagée en fait non plus. Elle est secrète, mais ça, tous les grands champions ont leur secret. et en fait, elle a son entourage très proche qui la met à l'aise et elle s'épanouit et elle excelle là-dedans. Et puis elle est que 12e mondiale, donc elle a encore 11 places à chercher et elle va continuer.
Céline Boutier, vous êtes fan, Philippe Bah Pilato? oui, je suis fan aussi. Ouais, je suis fan de la personne. Je suis fan de ce qu'elle représente. Je pense qu'il faut effectivement beaucoup parler de Céline. Pascal en parlait lors d'une réunion. C'est une joueuse qu'il faut réellement. Voilà, il faut qu'on partage, il faut qu'on parle d'elle parce qu'elle est là. Elle est en haut elle est à la 12e place mondiale. Et elle a vraiment le potentiel pour aller beaucoup plus loin. Donc oui, j'espère. Enfin oui, elle sera au départ du 1, oui. Arnaud Courtier? Ils ont tout dit. On a la chance d'avoir une jeune joueuse talentueuse, travailleuse. Elle est encore jeune, elle a 29 ans. Hein. Oui, exactement, et une carrière assez longue au golf, et il y a encore des places à aller chercher. Je ne suis pas le mieux placé pour juger, je ne suis pas un expert, mais moi déjà, je suis très heureux et très fier en tant que Français de voir cette jeune Française qui performe au plus haut niveau mondial, tout simplement. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, Pascal Réseau, chez Céline Boutier? Céline, c'est peut-être parmi les joueuses françaises celle que je connais le mieux, parce qu'on se parle très souvent. Quand elle vient, on joue ensemble, on partage des parties. Et mon objectif, moi, quand j'ai été élu président de la fédération, c'était d'arriver à faire quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire. Et c'est un petit peu les challenges que je me lance à chaque fois. Mais même si ça ne revient que grâce au talent de nos athlètes. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des athlètes qui font partie des 20 meilleurs joueurs du monde. Parce que quand vous êtes au-delà des 20 meilleurs joueurs du monde, vous pouvez gagner un tournoi majeur. Mais c'est la pièce que vous jetez en l'air. Et on s'aperçoit que ceux qui gagnent régulièrement ces tournois-là, ce sont des joueurs et des joueuses qui font partie des 20 meilleures joueuses du monde. Et elle est 12e. Et ça, c'est l'objectif de la fédération, de placer des joueurs et des joueuses. Donc on a au moins réussi cet objectif pour l'instant chez les femmes avec Céline. Encore une fois, la fédération l'a aidée, hein. Elle a fait partie des pôles quand elle était plus jeune et qu'elle était amateur. La fédération l'a aidée et suivie, mais le talent, c'est elle, et les clubs en main, c'est elle. Donc ses performances, elle ne le doit qu'à elle. Mais moi, ce que j'admire surtout chez elle, c'est sa capacité de travail et sa résilience qu'elle peut avoir, cette remise en question aussi, parce que c'était une joueuse qui tapait pas forcément le plus fort. Et puis, on voyait bien, moi, quand je la vois, on voit rarement des joueuses françaises à la télé. Mais quand on voyait bien que par rapport aux meilleures joueuses, elle était plus courte, elle avait du mal à toucher les par 52. Et moi, je joue avec elle 6 mois après, et à mon âge, on a à peu près la même distance, et je vois qu'elle avait pris 10 mètres, 15 mètres sur le drive. Et ça, c'est très rare pour des joueurs d'être capables d'arriver à faire ça. Et derrière tout ça, comme l'a dit Alexandra, c'est pas juste qu'un matin elle s'est réveillée en se disant il faut que je tape plus fort. Il y a énormément de travail derrière pour arriver à cet objectif-là, et ça suit dans les résultats, parce qu'il y a 2 ans elle était 30e, elle est passée 25e, 20e, et là elle est 12e en ayant fait toute l'année dans les 20 meilleures joueuses du monde. C'est juste exceptionnel. On va parler maintenant d'une autre féminine, Pauline Roussin-Bouchard. Elle a 22 ans, elle est très prometteuse. Sera-t-elle au JO, selon vous? Oui ou non? Allez, on va dire oui. Oui, pour vous, Pascal, oui, tout le monde est unanime aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez? On a la chance aussi d'avoir une joueuse comme Perrine, là, qui a levé un petit peu le pied et qui s'entraîne au golf national pour l'instant et qui passe des diplômes au golf national. Mais je pense que si elle a pris un peu de recul, c'est pour repartir plus fort aussi. Et c'est une joueuse qui a beaucoup de qualités et qui est parfaitement capable de faire, comme elle l'a déjà fait, partie de l'équipe olympique. Alors, c'est sûr que Pauline, elle a un potentiel incroyable. Comme Céline, elle a été numéro 1 mondial chez les amateurs. Et elle est en progression, elle aussi, constante. Et donc, ce serait merveilleux qu'on puisse avoir ces 2 joueuses-là, parce que ce sont 2 joueuses qui sont... qui le méritent. Qui le méritent, ça c'est absolument certain. Mais pour le golf français, ce sont 2 excellentes ambassadrices. Alexandra, vous la connaissez, Pauline? Oui, je la connais un petit peu, pas aussi bien que Céline, bien sûr, il y a une petite différence d'âge, mais je trouve qu'elle serait très complémentaire en fait, parce que Pauline adore le show et un événement comme les Jeux Olympiques, je pense qu'elle pourrait se sublimer encore plus, et ça pourrait créer du coup les 2 faces de la joueuse professionnelle, une un peu plus ouverte, l'autre un peu plus réservée, mais qui vont toutes les 2 très bien performer. Et il faut se rappeler quand même que les tournois qualificatifs pour ces Jeux Olympiques, c'est sur une période de 2 ans en fait. Donc là, ça commençait en juin 2022.
Donc là, il n'y a qu'une toute petite partie qui s'est écoulée, mais le principal est à venir. Donc, il y a du chemin encore. Ça se trouve, il y a une joueuse du LET qui va tout soudainement éclore et remporter plusieurs victoires et finalement devancer une joueuse qui évoluerait aux États-Unis. Les cartes ne sont pas distribuées pour l'instant. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de Pauline, vous, Philippe? Moi, je connais moins bien Pauline. Je connais un peu plus Perrine, parce qu'effectivement, elle s'est entraînée chez nous, elle a passé les diplômes. Perrine, j'aimerais bien avoir Perrine. Pauline, j'aimerais bien avoir Perrine, son nom Pauline. de famille pour les téléspectateurs. De la cour. Et Pauline, bien évidemment, Pauline, c'est vrai que comme le dit Alexandra, c'est une jeune joueuse qui est ultra dynamique, qui est, de ce que j'entends, très humble. Et donc voilà, donc je lui souhaite d'être là effectivement en 2024. Arnaud, Pauline? Ouais, alors moi, je les connais pas personnellement ces joueuses, mais ce que je vois, c'est que effectivement, vous voyez elle a une énergie télévision communicative. Hein, elle est très présente sur les réseaux, etc. On sent tout le plaisir qu'elle a dans ce qu'elle fait. Et puis le point commun avec Céline, je pense, c'est travailleuse. Donc on a des joueuses, voilà, qui ont de l'ambition, qui font ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire qu'elles bossent comme dans tous les sports. Si on bosse pas, il n'y a pas de miracle. Elles travaillent, elles ont envie de réussir, donc on leur souhaite le meilleur et ça ferait une très belle équipe de France aux Jeux Olympiques. Dernier favori chez les garçons, Victor Pérez, il a 30 ans, c'est un golfeur moderne, il a gagné des tournois sur le tour, il a participé à des majeurs. Est-ce qu'il sera aux Jeux Olympiques, normalement, selon toute vraisemblance? Oui. Allez, on espère aussi. Oui, oui. Oui, Pascal Grézo, un joueur moderne, on peut le dire, Victor Pérez. Oui, il a démontré qu'il était capable de gagner. Ce qui est très très important, c'est pas simplement de faire de bonnes performances, mais aussi d'avoir cette capacité à gagner. Et que ce soit Antoine ou Victor, ils ont aussi démontré cette capacité à gagner. Maintenant, ce serait bien qu'à l'image de Céline, voilà, il se rapproche des meilleurs joueurs du monde, parce que autrement, on peut toujours gagner, mais on va faire de la figuration aux Jeux Olympiques. Et pour pouvoir avoir une vraie chance de médaille, il faut faire partie des 20 meilleurs joueurs du monde. Victor Pérez, vous avez apprécié, Alexandra? Oui, il le mérite. Il n'était pas à Tokyo. Là, je pense qu'il mérite tout à fait sa place. Oui. Philippe, même chose. Oui, la force, c'est qu'il connaît bien le site. Il a joué les Open de France. Après, ce sera un plus pour ceux qui connaissent bien le site. Ouais, c'est sûr, même. Je pense que c'est un parcours qu'il faut avoir, qu'il faut connaître, avoir joué plusieurs fois. Après, la plupart des joueurs l'on joue et le jouent pendant l'Open de France. Certains l'auront joué pendant la Ryder Cup. Mais oui, après, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure. Victor, c'est quelqu'un d'un tout petit peu plus discret également. Et je pense qu'en tout cas, il a le niveau pour être là. Pour gagner, je sais pas, mais en tout cas, il a le niveau pour être là. Victor Pérez, avis partagé. Moi, je trouve qu'il y a bon signe théoriquement quand même chez les golfeurs français de s'appeler Victor. Il y en avait pas mal. Mais Victor Pérez, oui, c'est l'image qu'il donne, c'est celle-là, celle d'un garçon sérieux aussi, qui travaille, qui se donne les moyens de réussir. Ça gagne en régularité. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là, quoi. Maintenant, je vais vous proposer une liste d'outsiders pour ces Jeux Olympiques. On va commencer par Alexander Levy. Il a 32 ans. Il a atteint en 2018 la 46e place mondiale. Très rapidement, il peut y être, oui ou non? Surtout que là, malheureusement, il a eu des blessures. Là, il se remet. Il va pouvoir rejouer, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Donc oui, je pense qu'il doit avoir très très envie parce qu'il est resté sans jouer pendant un petit moment. Vous y croyez, Arnaud Courtier? Ouais. C'est un excellent joueur et l'envie peut être un moteur. Là, le fait de pouvoir enfin revenir, il peut être très motivé et nous créer une belle surprise. Ouais. Et il connaît bien le golf national de 50 ans en Yvelines, Philippe. Oui, il a joué plusieurs Open de France, tout à fait, il le connaît bien. Alexandra, vous êtes fan aussi d'Alexander Levy? Il a une flamme hors norme. C'est votre génération à peu près, Alexander Levy. Oui, tout à fait. Et donc lui, c'est sûr que la passion pour un événement comme ça, elle serait au maximum. Il y a un garçon un petit peu plus jeune, Romain Langasque, il a 27 ans, il a joué le Masters d'Augusta en 2016. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Il peut prétendre à être au jeu? Mais en tout cas, lui a dit très clairement que cette année, il voulait que ça puisse être une grande année. Je pense qu'il va mettre les moyens pour y arriver. Et il a un potentiel énorme. Il a fait partie des meilleurs joueurs du monde quand il était amateur. Il faut savoir qu'à l'époque où il était amateur, il a le même âge que DeChambeau et il était devant DeChambeau. Donc... le potentiel y est. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les choses se mettent en place et qu'il y ait des résultats qui sortent. Un autre golfeur que j'adore, Victor Dubuisson, il a 32 ans, il a été numéro 1 mondial en amateur en 2009, il a joué une Ryder Cup, il a atteint la 17e place mondiale.
Victor Dubuisson, Philippe Pilato, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore le joueur. Victor, c'est un joueur incroyable. Il est capable de sortir du golf comme les meilleurs joueurs du monde à un moment donné. Donc être là, et en tout cas il a le niveau pour être là. Gagner, s'il est dans une bonne semaine, il est en capacité effectivement de repartir avec une médaille. Oui, tout à fait. Arnaud Courtier. Il a le talent dans les mains. Très clairement. Après, est-ce qu'il a envie de jouer, est-ce qu'il a envie de pêcher, voilà, ça dépend des semaines. Mais il a le talent, très très clairement. Et je pense qu'on est plein de Français, de fans de golf, qui aimeraient le voir présent au plus haut niveau international. Il faut rappeler qu'il a déjà joué en Ryder Cup, qu'il a gagné des tournois devant Tiger Woods. Enfin, il a brillé au plus haut niveau sur la scène internationale du golf. C'est quand même pas rien. Il faut qu'il ait envie. C'est tout. On a beaucoup parlé d'envie chez tous ces joueurs et joueuses. Il faut qu'il ait envie. Mais le talent et les capacités techniques, je crois qu'il les a. Une fois encore, je suis pas coach, je suis pas un expert. Mais enfin, ce qu'on l'a vu faire nous démontre que quand même, il est capable de faire des trucs pas mal. Alexandra, Victor Dubuisson, vous êtes fan aussi, j'imagine. Oui. En fait, gros c'est un tempérament des aussi pour Victor seuls Dubuisson. Français connu à l'étranger. En fait, si on demande à un Américain au milieu du Texas s'il connaît un joueur, un golfeur français, si jamais il connaît quelqu'un, ce sera Victor Dubuisson, en fait. Et donc, c'est comme demander à un Français non-golfeur de citer un golfeur, il va citer Tiger Woods. C'est bien sûr pas la même échelle, mais vraiment en termes de notoriété, c'est différent. Mais j'écoutais récemment un podcast avec Olivier Léglise, qui fut apparemment de manière très éphémère son entraîneur. Normalement, c'est plutôt du Colombier. Mais il disait qu'il n'y avait rien à faire, en fait. C'était plus de confirmer, lui donner confiance. Mais au final, il avait peu de choses à lui transmettre, tellement il avait face à lui un cas assez extraordinaire. Enfin, il y a Mathieu Pavon, il a 30 ans, il a fait de très beaux résultats dernièrement. Est-ce que lui aussi peut prétendre à une place, à votre avis? Les places vont être chères, on a l'impression, quand on vous entend. Non, Pascal Rizzo. Oui, Mathieu, j'ai eu la chance de jouer avec lui le tournoi des Denis Links, pardon. Et moi, j'ai été impressionné par la qualité de sa frappe. C'est un garçon qui travaille beaucoup, qui est bien dans sa peau. Et je pense que lui aussi a toutes les chances de pouvoir faire partie de cette équipe. Alexandra, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Il y en a vraiment, il y a 6-7 personnes là qui ça va être compliqué, Arnaud. Mais tant mieux, ça crée de l'émulation, ça crée de la concurrence. Ils vont devoir se battre pour y être. Donc ça ne devrait pouvoir tirer que tout ça vers le haut. Tant mieux. Alors on va terminer par un quiz sur le golf aux Jeux Olympiques, le fameux, on l'a teasé depuis tout à l'heure. Il est enfin là, ce quiz. On va voir si vous êtes très fort, ou on va voir ou pas, on va voir autour de cette table. Attention Philippe, laissez gagner Pascal. Non, moi je vais faire équipe avec Philippe. Je sais pas si c'est je vais copier sur Alexandra, je vais mettre toutes des choses. On va y arriver en tout cas. Alors, première question. Quand le golf a-t-il fait son entrée aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous savez? Vous pouvez l'écrire, allez-y. Comme ça, il n'y a pas de triche. Ne copiez pas sur votre voisin. Je pensais que c'était... Alors, montrez-le aux téléspectateurs. Alors, 1924 pour Arnaud Courtier, 1900 pour Philippe Pilato, 1904 pour Pascal Grisot et 1900 pour Alexandra Bonetti. Eh bien, la réponse est, on va la voir, 1900 aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà. Vous n'étiez pas loin. On a un point, Pascal. Alors, deuxième question. Il y en a 8, je le précise. À golf, combien de nations participantes au JO de 1900? Et je peux vous dire qu'en rédaction, il y a quelqu'un qui l'avait trouvé du premier coup. En golf? En golf, bien sûr. Le golf a fait son entrée donc aux Jeux Olympiques en 1900. Combien de nations il y avait? C'est bon? Moi, je dirais 17, histoire de dire un chiffre. 17. Alors on va regarder les réponses. 25. 25 pour vous, 18 Alexandra, 6 pour vous Philippe, et pour vous 17. Eh bien la réponse est, on va la voir, 4 nations. Encore Philippe Pilato qui est devant. Alors je vais mettre les bons points. Donc Philippe Pilato, 2 points. Alors, troisième question. Quand le golf a-t-il été retiré des Jeux Olympiques? Après une première apparition en 1900. Je crois que c'est justement ce que tu avais dit, Pascal. Alors, Oui, ça doit être ça.
Alors 1908 pour vous, Philippe, Ouais. c'est ça. 1904, Alexandra. 1904, Pascal. Et 1904, eh ben, on va voir la réponse. La réponse c'est... On va la voir, normalement dans un instant. 1904, bravo. Voilà. Donc j'ai gagné. Donc on va mettre Passage, ouais. un point pour 3 participants. On va passer à la question numéro 4. Quand le golf a-t-il fait son grand retour aux Jeux Olympiques? C'est peut-être la question la plus simple. Donc ça, c'était Ouais. 24. Donc on a fait 24 ans. Oui, c'est ça. 2016. Ouais, c'est 16. Oh, je- 16. À vous de voir, je ne vous aide pas, je n'aide personne. 2016. Bon, vous avez tous raison. On va voir la réponse. À Rio en 2016. Je mets un point pour tout le monde. On va passer à la question 5. On a dit ça se corsait. Là. Combien de nations participantes au JO de 2016? C'est peut-être la question Alors là, la plus dure. Là, ce sera plus normal. Combien de nations participantes au JO de 2016? Alors, partons sur un champ de joueurs. C'est énorme. Équipe Vous de avez deux. 5 secondes. Bien mettre un chiffre, hein, mais. Moi, je mettrais, Attention, Philippe, hein, vous De êtes combien, quelle devant, année, hein, vous avez la 2016, pression. 2016, oui, en 2016. 70, tout compris, nation. Nation. 28 pour Philippe, 75 pour Pascal, 30 pour Alexandra et 70 pour Arnaud Courtier. On va voir la réponse. 41. 41 nations. Qui était le plus proche du coup? Alex, Ouais, Ouais, je pense. Alexandra Bonetti. Attention, égalité entre Alexandra Bonetti et Philippe Pilato. Alors, qui est le vainqueur masculin des JO de 2016? ok. Là, il faut écrire le nom pour le coup. Je sais même plus. Ouais, c'est ça. Rose, tout le monde. Alors, on va voir la réponse. Eh oui, Justin Rose, Grande-Bretagne. On va mettre un point pour tout le monde. Attention, Alexandra et Philippe sont à égalité. Avant-dernière question. Qui a gagné chez les filles au JO de 2020? Bon, alors, s'il y a match là. Attention. On va les laisser. Ah, il y a de la triche entre Philippe et Pascal. Jamais. Je le savais pas. Je le savais Ah, pas. Arnaud est honnête par contre. Pour le coup, on va voir la Je me réponse. souvenais pas. Je le sais. Oui. Eh bien oui, c'est l'américaine. Alors on va mettre un point. Attention, attention. Dernière question, est-ce que Alexandra va prendre le dessus sur Philippe ou Philippe sur Alexandra? On va voir dans quelques instants. La dernière question, qui a remporté le plus de médailles d'or parmi les nations participantes? Qui a remporté au total Jeux Olympiques? Qui a remporté le plus de médailles d'or En golf parmi ou- en golf, bien sûr. golf. Ah, en golf. En golf. En golf. Si peu d'éditions. Oui, c'est compliqué. Bon, écoute. Dans le doute, parce qu'ils sont C'est qui a souvent gagné en devant. 1900. 900. Alors, États-Unis pour Arnaud Courtier, Grande-Bretagne pour Pascal Grisot, États-Unis pour Alexandra Bonetti et donc un pour la Grande-Bretagne du coup. Eh bien, on va voir la réponse dans un instant. La réponse s'affiche. Les USA avec 5 médailles d'or Quand tu sais pas et qui en a 13 le médailles plus, en tu tout. mets les USA parce que Voilà. ils trossent les classements. Donc, eh bien, Alexandra Bonetti remporte la victoire, remporte ce quiz. Bravo Alexandra. Bon, Philippe a fait un peu exprès sur la fin, je pense. De sport de gentleman. Donc, voilà. Exactement. Alors c'est déjà la fin de cette émission, on va terminer ceci. On parlait sport spécial Jeux Olympiques par une citation de l'immense champion américain Jack Nicklaus. Le défi du golf, c'est d'accepter d'être imparfait. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.